Salut les diggers. Alors je m'excuse, ça fait un certain temps que j'ai pas posté de vidéo, mais j'essaye de trouver de nouveaux formats pour la chaîne, ou de prendre d'autres directions qui potentiellement pourraient coller à un peu tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup de genres de musique niche ou pas niche, et je voudrais trouver plus de moyens de diversifier mon contenu. Bref, on en reparlera plus tard. Là, pour le moment, nous allons nous intéresser à un genre de musique fascinant qui est né à la fin des années 70, si vraiment on cherche à être plus précis, qui date même de la fin du 19e siècle, et dont nous avions déjà mentionné l'existence dans l'iceberg sur la Vaporwave. Donc, je vous invite à vous détendre, à vous installer confortablement, parce que la vidéo va prendre un certain temps, je pense, je sais pas exactement, mais on va voir, et rentrer avec moi dans ce monde merveilleux qu'est celui de la musique ambiante. Ce que vous entendez ici est la pièce Miroir 3 de Ravel, composée en 1905 pour piano. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le mouvement de la houle ou bien le crépitement de l'écume. Bref, il est assez clair que Ravel tente ici d'imiter le bruit de la mer avec le piano. On peut bien sûr trouver des origines plus anciennes à l'ambiance, mais il est clair que des compositeurs tels que Debussy, Ravel ou bien Fauré, des compositeurs impressionnés du début du XXe siècle, utilisaient la musique comme outil pictural, c'est-à-dire une manière de décrire la réalité avec la musique. En plus de ça, cette pratique picturale tendait aussi vers un symbolisme qui était très en vogue à l'époque. Mais il y a un compositeur impressionniste du début du XXe siècle qu'on cite un peu plus que les autres lorsqu'on veut parler de la musique ambiante. Il s'agit de Erik Satie. Mais pourquoi est-ce qu'on cite Erik Satie plus que les autres ? Eh bien cela tient en deux mots, musique d'ameublement. Le concept même de la musique d'ameublement va complètement à l'encontre de la conception qu'on a de la musique au début du XXe siècle. Celle-ci vient en fait égayer la vie des gens, ou bien il y a des gens qui se déplacent pour aller à des concerts, enfin bref, elle se trouve au centre de l'attention. Mais chez Satie, c'est complètement différent. Elle ne se trouve pas au centre, mais autour. Comme l'air qu'on respire, la lumière du soleil, ou bien le bruit des voitures au loin. En fait, la musique fait partie de notre environnement. La musique est notre environnement. Et dans le concept de la musique d'ameublement, la musique est ici juste pour nous donner de la place pour réfléchir, pour méditer, pour s'entendre réfléchir soi-même. Enfin bref, les œuvres les plus connues de Satie, telles que les Gymnopédies ou bien les Hymnosiennes, sont en fait des pièces qui sont de véritables vestiges de musique ambiante. Quand vous écoutez ce genre de musique, vous ne vous concentrez pas uniquement sur les notes, sur l'harmonie ou bien sur le rythme, vous vous concentrez sur tout ce qu'il y a autour. Par exemple, la pulsation du pianiste, ou bien la résonance d'une note. Enfin, tous ces petits détails qui viennent en fait rajouter un caractère organique à la musique prennent leur importance. Et c'est pour ça que Satie est considéré à raison comme le père de la musique ambiante. Bien que cette idée en fait d'utiliser la musique comme outil pictural a vraiment influencé les compositeurs du début du XXe siècle, par exemple on retrouve ça chez Stravinsky dans le Sacre du printemps, où il s'affranchit complètement de l'harmonie tonale ou modale pour créer des effets sonores, ou bien dans la pièce des planètes de Holst, où là on vient décrire chacune des divinités en fonction de ce qu'elle nous inspire, eh bien il faudra attendre le début des années 40 pour que la musique ambiante fasse un grand bond en avant. Français, debout, tous au combat. En 1942, un ingénieur français du nom de Pierre Schaeffer va créer le club d'essai radiophonique qui participa aux radiodiffusions nationales pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il s'agissait d'un club d'artistes, de poètes, de musiciens qui participaient à toutes les diffusions pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Diffusion radio, j'entends bien. Et notre cher Pierre Schaeffer était fasciné par les sons, plus particulièrement par les bruits. Et en fait, son but, c'était de créer une symphonie rien qu'avec des bruits. C'est-à-dire qu'il va utiliser des bruits ou bien des sons enregistrés par-ci par-là pour créer toute une œuvre avec juste ce matériel-là. L'espace euclidien, rigide, continu, relié, logique, rationnel. L'espace visuel est rationnel, il est fixe, continu, relié. Mais tous les autres espaces sont discontinus. Le toucher est un sens discontinu. L'odorat est discontinu. Le son
est lui aussi discontinu. Et il compilera ses travaux dans des articles de journaux appelés « À la recherche de la musique concrète ». En fait, c'était un genre de musique qui voulait se réapproprier des sons et des bruits pour créer encore de la musique a priori. Et lorsqu'on parle de Pierre Schaeffer, on cite fréquemment un instrument qui est le phonogène. Le phonogène, c'est un magnétoscope qui va en fait modifier la hauteur d'un son par accélération ou décélération de la piste. Voilà, c'était assez simple pour l'époque, mais assez novateur. Et je vous propose de vous faire une petite idée de ce qu'est la musique concrète en écoutant Étude aux objets composés, composé par Pierre Schaeffer en 1959. Attention aux oreilles. Et c'est à partir de ce moment-là que la musique classique va commencer à se réapproprier ce genre de musique en créant la musique spectrale avec des compositeurs tels que Gérard Griset ou Tristan Murail, la musique de type avant-garde par exemple avec Pierre Boulez, ou bien la musique minimaliste avec des compositeurs que vous connaissez très certainement tels que Steve Reich, Philip Glass ou bien John Cage. Et je voudrais d'ailleurs revenir très brièvement sur le terme minimaliste, parce que lorsqu'on parle de musique minimaliste, généralement on pense à musique où il n'y a pas grand-chose, mais en fait la musique minimaliste, en opposition à la musique classique où en fait on a un développement harmonique ou bien développement de la forme rythmique, enfin bon, voilà, on a toutes ces formes-là auxquelles on est plutôt habitué. La musique minimaliste, elle fonctionne plutôt sur des patterns. Et en fait, elle va utiliser ces patterns un peu comme des Lego, les imbriquer les uns avec les autres pour créer des patterns de plus en plus complexes. Et bon, voilà, si vous êtes intéressé par ça, je vous recommande d'aller checker ma vidéo sur la musique Ghibli où je parle un peu plus de ça parce que c'est quelque chose que faisait beaucoup Joe Hisaishi. Mais voilà, la musique minimaliste, c'est une musique qui se veut complexe dans la forme et simple dans le fond. Il y a d'ailleurs un morceau qui est assez connu, qui est le 433 de John Cage, qui est en fait une pièce de musique où les musiciens rentrent en scène, et ils s'assient, et pendant 4 minutes 33, ils ne jouent rien. Et la pièce, c'est juste du rien. Alors oui, si vous écoutez ça, vous dites « Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la fumisterie intellectuelle sans nom, pourquoi j'ai payé mon ticket? Enfin bon, c'est quoi cette blague ?» Certes, mais si vous changez de grille de lecture, vous verrez que c'est tout à fait intéressant. Et c'est en changeant de point de vue qu'on se rend compte en fait du génie créatif de John Cage. Le but de cette pièce, c'était de créer de la musique avec les bruits ambiants. C'est là où en fait le 433 de John Cage est à sa manière une pièce de musique ambiante dans la réalité. Parce que si vous voulez, lorsque les musiciens se rentrent en scène, ils vont s'asseoir, et là vous allez avoir le bruit des personnes qui rigolent, ou bien le bruit des personnes qui commencent à s'énerver. Derrière vous avez aussi le bruit des musiciens qui bougent, le bruit des chaises, enfin la musique du 433 de John Cage, ce sont juste ces bruits-là. La représentation est différente à chaque fois. Je trouve ça absolument génial. Donc en fait, la question de John Cage, c'était quel bruit fait une assemblée qui attend des musiciens qui commencent à jouer? Voilà, c'était juste ça. Après, si vous avez payé une fortune pour voir ce concert-là, je peux comprendre que ce soit pas forcément très plaisant. Mais bon, voilà. On va dire que c'est pour John Cage et pour l'amour de l'art, n'est-ce pas? Mais à qui est-ce que je vais faire gober ça? Enfin bref, je voulais vous faire un petit topo là-dessus parce que c'est important de comprendre que la musique ambiante ne vient pas de rien. Elle vient en fait d'expérimentations qui ont été faites dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, en suivant l'évolution des technologies, donc avec l'apparition du magnétoscope, la radio, ou bien des instruments exotiques. Par exemple, on pourrait parler du thérémine ou bien des ondes Martenot. Mais il y a une compositrice bien de chez nous, française, qui a commencé à expérimenter non pas avec un magnétoscope, mais avec un synthétiseur.
Eliane Radig est une figure extrêmement importante dans la scène ambiante. Elle a été l'élève de Pierre Schaeffer dans les années 50 au Club d'Essai, était une véritable source d'inspiration pour les générations futures. Ses œuvres principales sont L'Occident est bleu ou bien l'Apocalypse de Saint-Jean, me semble-t-il, et elle a un son très particulier. Elle va créer des drones, c'est-à-dire des plages de son qui se dilatent peu à peu dans le temps, avec des effets de Larson ou bien de feedback, et elle utilise un synthétiseur modulaire qui est l'ARP 2500. Je cherche par exemple son qui ira avec l'introduction, ou un son pour la première partie, ou un son, parce que j'ai de toute façon préalablement toujours la pièce qui est faite, sinon je peux rien faire. Ça c'est pas mon boulot, vous voyez ce que je viens de faire là, en ce sens que je suis très mauvaise improvisatrice, et ça c'est le type même de l'improvisation pour moi, parce que j'ai fait ce son pour rien. Alors que je ne fais jamais des sons pour rien, je les fais toujours pour quelque chose, pour telle partie de telle pièce, ça marche ou ça marche pas, ça c'est une autre histoire, mais je suis guidée, il me faut ce que je vous disais l'autre jour, comme l'architecte qui a besoin d'échafaudage, qui les enlève une fois que c'est passé, toutes mes pièces ont une histoire. Pour voir ce qu'est un synthétiseur modulaire, je vous renvoie sur ma vidéo sur le DX7. Alors oui, je sais, lorsqu'on écoute un album d'Eliane Radig, au tout début, on a vraiment l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, c'est dans le temps que les choses se passent. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à écouter, vous vous concentrez sur un son, et au début, vous vous dites, mais c'est toujours la même chose, et puis peu à peu, il y a des variations qui commencent à arriver, des sons qui commencent à se superposer, ils commencent à se dilater dans le temps, on peut avoir des battements qui arrivent. Il y a tout un monde qui se construit, et plus vous en écoutez, plus vous allez vous approprier ces sons. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire un petit effort et d'écouter un peu plus longtemps que 10 minutes, et vous allez commencer à voir, plutôt à entendre des choses, et à voir aussi, ce qui est un peu le propre de la musique ambiante, on arrive à voir des choses avec les sons. Et vous ne regretterez pas. Cette compositrice est extrêmement importante parce qu'elle fait le pont entre les artistes de musique contemporaine concrète et les artistes de musique électronique qui travaillent en studio. Et un peu comme tous les albums d'ambiance, j'aimerais dire, c'est une expérience. Si vous voulez l'écouter, je vous recommande de prendre le temps, comme je vous avais dit, et de vous laisser entraîner. Il y a une autre recommandation que je vous ferai, je pense, ce serait Jensun Mila, qui est un album qui est aussi très intéressant en termes de sonorité. Les années 70 sont extrêmement importantes parce que c'est réellement à cette époque que la musique ambiante va trouver une véritable cohérence et devenir un genre de musique à part entière. Alors oui, un genre de musique niche, mais un genre de musique tout de même. Et on sort de la musique contemporaine classique pour infuser peu à peu la musique populaire. Bien sûr, ce genre de musique était, à l'époque, apprécié par juste une poignée de connaisseurs. Et parmi ces artistes, il y en a une qui me fascine et qui est un peu l'équivalent américain de Eliane Radig, il s'agit de Laurie Spiegel, une compositrice qui travaillait en tant qu'informaticienne et aussi musicienne au Bell Laboratories, et elle a créé le software Music Mouse qui est un des tout premiers programmes, algorithmes, à créer de la musique. Vous voyez, l'intelligence artificielle, tout ça, n'a pas forcément inventé énormément de choses. Par exemple, écoutez-moi cette pièce qui s'appelle Generated Concerto. C'est une improvisation par ordinateur. La plupart des travaux de Laurie Spiegel se basaient sur le système Hybrid Groove, c'est un système analogique qui générait de la musique. Et d'ailleurs, une de ces musiques, un de ses albums a été mis dans la sonde Voyager en 1977, il s'agit de Music of Sphere. Donc c'est dire à quel point c'était une artiste qui était importante à cette époque-là. Mais il y a un événement qui était réellement un point de bascule pour la musique ambiante, et c'est d'ailleurs cet événement qui lui a donné son nom. Nous sommes en janvier 1975. Un homme marchait dans la rue, il était affairé. Il ne voyait pas qu'un taxi arrivait dans l'autre sens, et malheureusement, l'accident arriva. Il se réveille sur son lit d'hôpital, et une amie à lui, Jeudi Nylon, pour le conforter, lui a apporté un enregistrement de harpe du XVIIIe siècle. C'est super. Du coup, elle a mis cet enregistrement, elle l'a allumé et elle est partie. Malheureusement, l'enregistrement était trop bas, il entendait la harpe à moitié.
En plus de ça, une partie de la stéréo ne fonctionnait pas. Et notre homme était obligé d'écouter la musique telle qu'elle, c'est-à-dire avec toutes ses imperfections et tous ses défauts. Et finalement, il a commencé à se concentrer pas juste sur la musique, mais sur les détails du son ambiant, plus la musique. Et cet homme, comme vous devez le savoir, il s'agit de Brian Eno, le créateur de la musique ambiante telle qu'on la connaît aujourd'hui, et aussi celui qui lui a donné son nom. Ce que vous entendez ici, c'est l'album Ambient One, Music for Airport, sorti en 1978. Cet album a vraiment été une révélation dans le monde de la musique ambiante, avec une excellente qualité de production, un son organique et un concept tout à fait novateur pour l'époque. On est vraiment à la croisée entre la musique minimaliste et la musique électronique. Même avec les oreilles avisées d'un auditeur en 2025, lorsqu'on écoute cet album, il y a quelque chose de très simple, mais de très complexe à la fois. Vraiment, cet album est extrêmement spécial et je vous recommande vraiment de l'écouter en entier parce que ça fait partie de ces expériences qu'on peut avoir en écoutant de la musique ambiante et vraiment d'arriver à revoir cette scène de Brian Eno allongé sur son lit d'hôpital et qui écoute la musique telle qu'elle, comme par exemple, je sais pas, vous écoutez de la musique avec un bruit de pluie à l'extérieur et ça ajoute quelque chose d'autre. L'environnement influence la musique et c'est là tout le caractère novateur du concept de Music for Airport. Et je pense que cet album est une excellente porte d'entrée pour quelqu'un qui n'a jamais d'écouté d'ambiance. Après, il y a d'autres albums, tels que Discrete Music, sorti en 1975, qui est un tout petit peu moins mature sur la forme et sur la qualité de production, mais qui se laisse tout à fait écouter également. Donc je vous le recommande. I find natural sound or sound produced from non-electronic sources to be so rich and so interesting. And yet the interesting thing about electronic sound is that it's very easy to manipulate. So the synthesizer seemed to me to present you with a position where you could turn natural sound into electronic sound and use some of the freedoms that the synthesizer then allowed you. So most of the time in Roxy, that's what I was doing. I was rarely using it as a sound source. And most of the time now, that's what I still do. But now, instead of just using the synthesizer, I use the whole studio as an appendage to the instrument in that way. As regards the synthesizer, there was always an ambiguity about where the sound actually came from. You know, people always used to say after concerts, I don't know what you were doing, but I think I liked it. Because since I was treating instruments that were already playing on stage, it was quite difficult to assess my contribution to the sound, you know. Brian Eno est connu pour être l'artiste qui a le plus popularisé la musique ambiante. Donc il a travaillé avec d'autres artistes de musique populaire tels que David Bowie ou bien U2, pour ne citer que. Il faut comprendre une chose, c'est que cette série de 4 albums de musique ambiante créés par Eno, à cette époque-là, n'avait pas pour but d'être de la musique qui prenait votre place ou votre attention, ou qui... En fait, c'était de la musique qui était là pour exister telle qu'elle. C'était une musique qui était là pour vous laisser de la place pour réfléchir. Un peu comme la musique d'ameublement, mais cette fois-ci un peu plus moderne, avec l'utilisation de musique existence ou bien de samples. Et puis, chacun des albums décrit un paysage sonore en particulier. Il y a réellement une dimension picturale dans le travail de Eno. Ce sont des albums qui durent 30 minutes. Le travail de Radic, mais un peu plus accessible quand même, ce sont des plages sonores qui évoluent très très lentement, avec des paysages sonores, comme lorsque par exemple vous regardez un paysage au loin, le paysage ne va pas se mouvoir d'un coup. En fait, vous allez dans un premier temps regarder le paysage en premier plan, le plan va bouger très très peu, et là vous allez constater que là-bas il y a une voiture qui bouge, ou bien que là-bas il y a quelqu'un qui est en train de marcher. En fait, c'est exactement la même chose pour la musique ambiante, c'est-à-dire qu'au début vous entendez juste presque rien finalement, et puis peu à peu vous constatez les petits détails, et en fait ces petits détails donnent de la vie au son, à la musique, et je trouve ça fascinant. Et cette trend musicale allait inspirer d'autres artistes qui allaient ajouter des éléments de rock psychédélique, de world music ou bien de folk, et y ajouter une dimension spirituelle. C'est ce qu'on appelle le New Age. C'est exactement le genre de musique que vous pouvez entendre par exemple lors, je sais pas, de séances de yoga ou bien de méditation par exemple. Je ne suis pas très New Age, par contre il y a un artiste qui est assez connu dans le milieu, il s'agit de Yazos. C'est un artiste de musique californien dans les années 70, à la période hippie du coup, qui en fait avait une conception bien particulière de la musique New Age. Pour lui, la musique c'était un moyen de guérir l'âme et d'induire des émotions divines. Et avec les visuels appropriés, il pensait qu'on était capable d'atteindre un état de conscience supérieur avec de la musique. To recreate these patterns here on the physical dimension, so people hear a useful simulation of nature patterns, of harmonious patterns, perfection patterns, paradise patterns, music that's filled with patterns that are free of inharmony
and the emotions that are generated are a wild, amazing variety of only harmonious emotions. And many of them I call the higher octave emotions, meaning they're emotions with which we're already familiar, but higher octaves of it. And a simple example is joy. If you knock that up an octave, by the way, that means double the frequency. Joy, an octave higher, is ecstasy. An octave higher, it's rapture. And it just keeps going. So it's had an effect on me. Bref, il se voyait comme le créateur de la musique du paradis. Par exemple, il y a son album Angels of Comfort, qui a été reconnu en 1989 comme le bruit qu'on pourrait entendre lors d'une expérience de mort imminente, ou bien son album Interdimensional Music, sorti en 1975, qui est une des plus grosses références en New Age. Je suis un peu dubitatif quant au caractère plus ou moins spirituel de sa musique, mais il faut dire qu'elle est plutôt envoûtante. Il y a une puissance vibratoire qui est envoûtante, et qui ne vous laissera pas de marbre, je pense. Il y a aussi l'artiste Steven Alpern qui a participé en fait à cette trend de la musicothérapie. Il est bien sûr un peu moins mystérieux et perché que Yazos, mais qui reste quand même assez connu dans le monde de la New Age également. Et un autre point qui est assez important pour moi, qui est en fait pour moi la réaction qu'avaient les artistes de musique ambiante par rapport à la musique telle qu'elle a été présentée dans les années 70, c'est le concept de Muzak. Alors le Muzak, c'est le nom d'une entreprise en fait qui produisait de la musique pour les supermarchés, et ce genre de musique était fait pour pousser le consommateur à acheter des produits. Et même plus que ça permettait aussi de rythmer le travail. C'est-à-dire qu'il y avait toute une science de la musique qui prenait le pas sur l'esprit humain et qui permettait de le rendre beaucoup plus efficace à telle ou telle période de la journée. Il y a des reportages là-dessus sur YouTube qui sont assez intéressants là-dessus. C'est aussi un genre de musique qui a été beaucoup utilisé dans la Vaporwave. J'en parle dans mon iceberg de la Vaporwave également. Et en fait, c'est le genre de musique qui est complètement opposé à la musique ambiante. De la bossa nova, du rock et de la musique classique complètement aseptisée. Donc voilà, c'est un peu le genre de musique que vous pouviez entendre un peu partout lorsque vous viviez dans les années 70, plus particulièrement aux États-Unis. Au même titre que la disposition et la décoration des bureaux, l'installation de l'air conditionné ou le choix du mobilier, la musique a trouvé sa place dans la psychologie tactique des managers qui ne laissent rien au hasard pour rendre efficace leur personnel. On sait bien chez Muzak quels effets peut avoir une certaine musique pour combattre la fatigue. The fatigue curve means that in many work situations, you can predict when people are going to be tired. La courbe de fatigue vous permet, dans des situations de travail, de prévoir quand quelqu'un va être fatigué et que son efficacité va diminuer. La plupart du temps, quelqu'un est en forme lorsqu'il commence sa journée à 8 heures du matin. Mais vers le milieu de la matinée, il se sentira un peu fatigué, un peu ennuyé, et il ne sera plus aussi bon. Il fera des erreurs. Ensuite, au moment du déjeuner, il se sentira de nouveau bien, comme au début de la matinée. Donc, durant cette période de 4 heures dont nous parlons, nous essayons de supprimer ces effets en programmant la musique de telle sorte que le programme soit tranquille en début de matinée. Le travailleur est alors en forme et n'a donc pas besoin de beaucoup de stimulation. Puis, quand il commence à se fatiguer et à s'ennuyer, nous lui donnons une musique plus stimulante, laquelle redeviendra plus calme avec l'approche du déjeuner, quand la personne commence à se sentir mieux. Donc pour résumer, prendre le pas sur l'esprit humain pour le pousser à la consommation. En bref, la musique du capitalisme. Et en France, nous n'étions pas en reste, parce qu'en fait, il y a eu la sortie de l'album Oxygène par Jean-Michel Jarre en 1976, avec des ambiances complètement novatrices et en avance sur leur temps. Et lorsqu'on écoute du Jean-Michel Jarre des années 70, on a vraiment du mal à croire que c'est de la musique qui date d'il y a 40 ans. Et il remettra ça en 1978 avec son album Equinox qui rencontrera un succès similaire. Et ce qui est assez intéressant avec Jean-Michel Jarre, c'est qu'il a une relation très proche avec la Chine. En fait, Jean-Michel Jarre, c'est le tout premier artiste occidental qui s'est produit en Chine après la mort de Mao Zedong en 1976. Donc il s'est produit à Shanghai et à Pékin. Et en fait, il existe une relation très très proche entre Jean-Michel Jarre et la Chine. Bon, voilà. Petite anecdote comme ça que je case, mais voilà, je trouvais ça intéressant. En bref, les années 70 sont réellement capitales dans le développement de la musique ambiante. On retrouve par exemple les expérimentations de Kraftwerk, donc de la Berlin School. On a le son d'un autre monde de Tangerine Dream. On a aussi l'école japonaise avec Ryuichi Sakamoto, dont on a une vidéo, bref, et son Yellow Magic Orchestra et Isao Tomita. Mais la révolution technologique des années 80 allait encore changer la donne pour la musique ambiante.
En 1982, le maître de la musique ambiante, Vangelis, reçoit un Oscar de la musique pour sa bande originale, Les Chariots de Feu. Celui-ci n'en était pas à son coup d'essai, il avait déjà composé de la musique pour des documentaires ou bien des séries dans les années 70 telles que PBS Cosmos avec son album Heaven and Hell ou bien Le Dîner des Bustes. Mais il allait vite embrayer sur la bande originale de Blade Runner dans les années 80, achevant la popularisation de la musique ambiante dans la musique populaire des années 80. Pour moi, la véritable révolution dans les années 80, c'est la technologie du sampling intégré au synthétiseur. On avait parlé du Fairlight CMI dans la vidéo sur le DX7, qui coûtait une blinde, mais après on a eu d'autres synthés tels que le Ensoniq Mirage, ou bien le Roland D50, et un peu plus tard le Korg M1, qui permettront d'offrir un attirail beaucoup plus puissant aux compositeurs de musique ambiante. Du côté de Brian Eno, les années 80 marquent le début de sa collaboration avec Laradi sur l'album Day of Radiance, qui est un album de musique ambiante fait avec uniquement des instruments acoustiques, que je vous recommande bien entendu. Du côté du Japon, on a la compositrice Midori Takeda qui sortira en 1983 son album Through the Glass, qui est un album juste extraordinaire, composé avec, pareil, des instruments acoustiques, où en fait on entend des bruits d'ocarina, de vibraphone, de marimba, enfin des bruits de résonance, et je trouve que c'est un album qui est tout à fait intéressant et aussi très accessible. This time, so basically, Ronaldo is God. God always, in many cultures, God always appear with a sound, with music. God has always brings music. This time, I want to use this image. So, ceremony is the best place for gathering many cultures and meeting. Et Eliane Radig continue toujours de nous régaler avec son ARP 2500 en composant un album de 3 heures appelé Trilogie de la mort. Et la fin des années 80, début des années 90 entamera une véritable phase de popularisation de la musique ambiante, mais cette fois-ci en la mixant avec des genres particuliers tels que la techno, la dub ou la house, avec des producteurs inspirés par Kraftwerk tels que Juan Atkins ou bien Derrick May. Et c'est dans ces clubs de techno qu'on retrouvera ce qu'on appelle les chill out rooms, qui sont en fait des salles où on avait une ambiance complètement différente, c'est-à-dire que vous aviez une salle où vous avez de la techno, qui arrachait bien les oreilles, et puis une autre salle où les fêtards pouvaient venir se détendre en écoutant de la musique ambiante. Donc on appelait ça les chill out rooms. Et si vous voulez des références dans ce type de musique, vous avez l'album Rainbow Dome Music de Stevie Lage ou bien The Orb de Alex Patterson. Voilà. Mais certains artistes font très rapidement se lasser de cette trend et expérimenter dans des zones un peu plus dark. Donc par exemple on a Aphex Twin, si vous voulez écouter son travail dans les années 80, on a Selected Ambient Work de 85-82. Ensuite il y a Selected Ambient Work Volume 2 qui lui est beaucoup moins chill, beaucoup moins on va dire détente et beaucoup plus claustrophobique j'aimerais dire. Et d'ailleurs il existe toute une compilation d'albums d'ambiante, ou je dirais même plus de dark ambiante, qui sont assez durs à écouter, je trouve. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça dans votre petite playlist, si le cœur vous en dit, bien entendu. Il s'agit de l'album Ambient for Isolationism. Voilà, allez écouter, à vos risques et périls. Et les années 2000 vont voir peu à peu le déclin de la musique ambiante, en tout cas dans la musique populaire. Donc on aura toujours des artistes de musique, par exemple de type trance, avec des labels tels que le label Ultimae ou bien Café Del Mar. Et on a eu la Chill Wave, apparue au début des années 2000. C'est un sous-genre de la musique ambiante, avec l'album par exemple de Let the Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel de Atlas Sound. C'est un nom assez long, mais bon, voilà, intéressant à aller checker. Et on a aussi l'album Sakura de Suzumu Yakota, qui est un album d'ambient jazz sorti en 2000. Voilà, qui est aussi intéressant. Donc finalement, à part la chill wave, on n'avait plus trop de musique ambiante à cette époque-là. En tout cas, dans la musique populaire. Après, vous me direz, le principe même de la musique ambiante, c'est qu'elle se veut discrète, c'est-à-dire que c'est pas une musique qui est faite pour perdurer dans le marché. En fait, c'est une musique qui s'infuse dans des genres de musique. Par exemple, on parlait de la techno ou bien de la house, ou bien, par exemple, dans des bandes originales de musique de films dont on aura l'occasion de parler un tout petit peu plus tard. Et il faudra attendre le début des années 2010 avec la sortie de l'album Macintosh Plus de Floral Shop qui donnera naissance à la Vaporwave. Bon, il y a quand même une vidéo
il y a une vidéo de 1 heure sur la Vaporwave que je vous recommande d'aller checker, qui pour moi est un vrai complément à cette vidéo sur la musique ambiante. Et en fait, pour résumer, la Vaporwave, c'était reprendre de la musique ambiante, reprendre des techniques de musique ambiante et y ajouter toute une culture même d'internet avec une critique du capitalisme, avec toutes sortes de déclinaisons qui à mon avis vont vous donner le vertige. Enfin bon, bref, je vous recommande d'aller checker la vidéo, il y a toutes les références dedans. Même si l'ambiante était et sera toujours un genre de niche, elle aura été utilisée par des artistes pour créer des ambiances bien particulières. Il y a un projet qui moi m'intéresse énormément, c'est celui de The Caretaker, avec James Leland Kirby, le fondateur d'un type de musique qu'on appelle anthologie. Mais qu'est-ce que la anthologie, me direz-vous? En fait, il s'agit d'un genre de musique qui reprend des samples de musique des années 20, 30, 40, et qui les altère pour leur donner un côté un peu fantomatique. En fait, on est vraiment à la frontière entre la musique brutiste et l'ambiance pure. Et les thèmes qu'aborde The Caretaker sont souvent liés à la démence, à la mémoire ou à l'amnésie, enfin, tous ces problèmes qui sont liés en fait à la santé mentale. Et il y a son tout premier album, Theoretically Pure Anterograde Amnesia, sorti en 2006, qui a l'air, enfin, quand on l'écoute, on a vraiment ce sentiment que c'est vide, maudit, fantomatique. C'est un album qui contient déjà un peu les graines du travail de The Caretaker. Et le paroxysme de son œuvre sera l'album Everywhere at the End of Time, qui est une série de 6 albums qui se veulent décrire les 6 étapes d'une personne qui a atteint Alzheimer. C'est là où en fait toute l'utilisation des samples, la déformation des samples prend tout son sens, et c'est une œuvre qui est dure à écouter, qui est fascinante dans sa forme, et certainement une des œuvres d'ambiance les plus marquantes du début du XXIe siècle. Et je pense que vous ne ressortirez pas indemne de cette expérience. Je ne pense pas que vous en ayez conscience, mais la musique ambiante est en fait très présente dans la culture populaire depuis le début des années 70. Bien sûr, elle se présente sous différentes formes suivant les époques. L'œuvre qui a vraiment laissé une marque indélébile dans le monde de la musique ambiante, c'est bien sûr la bande originale du film Blade Runner, composé par Vangelis. Donc Blade Runner, c'est un film de SF, un film américain de SF, réalisé par Ridley Scott. Et en fait, la musique de Vangelis vient appuyer le côté rétro-futuriste du film en créant des ambiances quasi irréelles, quasi oniriques. Et c'est une des premières fois où la musique ambiante a une identité très marquée dans un film. Après, pour parler de BO plus récentes qui se basent sur du sound design pour habiller l'espace sonore, on pourrait bien sûr parler des BO composés par Hans Zimmer, qui lui en fait a grandi avec toute cette culture du synthétiseur polyphonique et de la musique ambiante. Donc par exemple, je sais pas, on pourrait citer Interstellar, Dune, ou bien sûr Inception. Si on s'en tenait exclusivement à ces 3 BO, on pourrait parler du caractère minimaliste du thème de Inception, le thème Time, qui se répète encore et encore. Dans la BO du film Dune, réalisé il n'y a pas très longtemps, on retrouve des éléments de musique traditionnelle, de musique ethnique, mixés avec des ambiances organiques irréelles, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et avec la BO de Interstellar, on a vraiment ce sentiment de vide, d'infini potentiel qui nous submerge. Donc c'est une BO pleine de contrastes et le thème est aussi lui très minimaliste. On retrouve aussi ce genre de musique dans des films qu'on dit plutôt expérimentaux, qui s'affranchissent en fait de la narration classique et qui ont une vraie emphase sur l'image, qui voudraient en fait amener le spectateur à une réflexion, à une sensation d'évasion, et on se base davantage sur des expérimentations visuelles et sonores. On pourrait par exemple citer les films Solaris ou Stalker de Andrei Tarkovsky, qui utilisent des drones, des bruits, des silences qui sont intégrés à la BO et qui viennent apporter un caractère un peu méditatif au shot. Et on a aussi les films The Tree of Life ou bien To the Wonder, qui eux viennent mixer de la musique ambiante et de la musique classique pour souligner la spiritualité de la contemplation de la nature et de l'existence.
On a aussi le film Enter the Void par Gaspar Noé, avec une bande-son avec le titre The Call par Brian Eno, qui vient nous plonger dans une expérience sensorielle, immersive et psychédélique. La musique ambiante a donc une place de choix dans les BO de musique de film, parce qu'en fait elle vient habiller l'espace sonore. Mais pas que, il y a un autre monde dans lequel elle a trouvé sa place, c'est le monde du jeu vidéo. Le premier exemple qui doit vous être familier, c'est celui de la bande-son de Minecraft. Minecraft, quand il est sorti en 2009, avait besoin d'une BO qui permettait de renforcer l'immersion sans pour autant prendre toute la place. Et c'est ici que le travail de C418, ou bien Simon Rosenfeld, va prendre toute son ampleur. Il va produire l'album Minecraft, Volume Alpha 2011. La BO est mélodique, plutôt minimaliste, avec des nappes d'accords majeures et aussi pas mal de bruits ambiants, par exemple des bruits de grotte, des bruits de pluie. Et ceux-ci viennent renforcer tout le caractère vaste du monde de Minecraft. Et d'ailleurs, c'est une BO qui est assez intéressante parce qu'elle ne se base pas sur un tempo en particulier. Vraiment une BO qui est très éparse dans le monde sonore de Minecraft. Et celle-ci a aussi permis de faire connaître la musique ambiante à des générations plus jeunes. Et il sortira un deuxième album, Minecraft Beta, en 2013, qui lui reprendra des éléments aussi de son tout premier album, avec un sound design un peu plus moderne. Véritablement, on peut dire que C418 a donné son âme à Minecraft. How to tell the story by music and sound design? Do you create some leitmotif when you work on story-based games? Yes, but I do a leitmotif, but the thing about that is I don't do it like films, like this theme is that person and that theme is this person. I usually build themes around the game itself, and I basically just repeat melodies, and oftentimes it doesn't really make sense, but like people like start to remember those songs more specifically, even just because they repeat it. So it kind of like gets in their head more easily, even though there's no real reason that they repeat. And I think that works better for games than just like the typical way of saying this is Lady Gaga and she has this theme. 90% of the time I just use my laptop and just sit on it and like bleep things in it if it sounds nice. Sometimes I just take a microphone and put it in front of a piano and just see what happens. But yeah, basically what I do is like I come up with like the first 20 seconds of a song, and if I really like those 20 seconds, I make the rest of the song, and that is the easy part. Dans un registre un peu plus moderne, l'ASMR reprend aussi des éléments de musique ambiante, mais de manière un peu plus sensorielle et je dirais même plus intime. Le bruit de bouche, effleurer un drap, le tintement d'une cloche, en fait, il y a vraiment un rapport physique, charnel au son, et c'est ce rapport-là qui vient diminuer la production de cortisol et augmenter la production de dopamine. C'est un phénomène qu'on appelle paresthésie. Après, je sais que tout le monde n'est pas forcément aligné sur les bienfaits de l'ASMR. Certains adorent et il y en a certains qui ne supportent pas. Mais par contre, on va pas se cacher que ça ne nous laisse pas indemnes. Alors, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut retirer de la musique ambiante? Ben pour moi, en fait, la musique ambiante, elle a de ça de particulier d'être omniprésente dans nos médias, mais il y en a deux types. Il y a le type de musique ambiante qui se présente telle qu'elle, avec tous les artistes dont on a parlé, et il y a la musique ambiante qui se fond complètement dans le média et jusqu'à en devenir quasiment imperceptible. Après, il y a aussi un exemple de mix parfait entre les deux. Et un exemple que moi j'aime bien citer, c'est celui de la bande-son du jeu vidéo Silent Hill 2, composé par Akira Yamaoka, qui est en fait une bande-son de dark ambiante, avec une ambiance extrêmement riche, extrêmement sombre, plutôt inspirée des derniers travaux de Aphex Twin par exemple, une bande-son qui a influencé beaucoup de compositeurs de musique de jeux vidéo. La BO est clairement de l'ambiante et se revendique telle qu'elle, mais elle participe aussi à l'identité du jeu vidéo, l'identité aussi qui aura été reprise dans les films plus tard. Donc c'est vraiment le mix parfait entre je suis de la musique ambiante, je me revendique tel quel, et je participe en fait à la création de l'identité d'un jeu vidéo ou d'un film ou d'un média en particulier. Nous sommes dans une époque où en fait la musique ambiante est omniprésente dans les médias. Donc quand vous regardez la télé, quand vous êtes à l'extérieur, dans un magasin ou quoi que ce soit d'autre, même en regardant cette vidéo YouTube, vous avez toujours une musique de fond. Et en fait on est conditionné par cette peur du silence. Et l'ambiante, c'est pas exactement de la musique, c'est pas exactement du bruit, c'est exactement entre les deux. Et c'est pour ça en fait qu'elle reçoit autant d'attention ces dernières années, parce qu'en fait c'est un genre de musique qui laisse de la place pour réfléchir, pour méditer. Et dans une société où tout va très vite, où les technologies évoluent aussi très rapidement, on a besoin de cet espace pour pouvoir se laisser entendre réfléchir, je pense. Dans la musique ambiante, l'information musicale est diluée dans le temps. Cette information diluée permet au cerveau de prendre plus le temps de la digérer également. Et c'est pourquoi, pour moi, la musique ambiante a réellement des bienfaits sur
justement par exemple sur la réduction de stress ou d'anxiété. Personnellement, j'ai découvert la musique ambiante avec des albums de Vaporwave, donc avec des artistes tels que Telepath ou bien Hong Kong Express. Il y a par exemple Computer Trilogy dont j'avais parlé, 2814, A Birth of a New Day, The Dream Plaza, enfin tous ces albums m'ont ouvert un champ des possibilités quasi infini en termes d'expérimentation sonore, juste par l'utilisation de samples détournés ou bien de drones. Par exemple, si vous prenez l'album Subiris, A City in the Rain, vous pouvez imaginer vous être comme ça au milieu de la rue, dans une grande ville, avec la pluie tout autour, la pluie battante, et en observant les engrenages de cette ville continuer à vivre malgré le temps pourri. Moi je trouve ça absolument fascinant. En fait, il y a vraiment ce côté cinématique, ce côté pictural, qui vient apporter une toute autre dimension à la musique et au son. Il y a aussi depuis quelques années la mode du slowed and reverb dans les réseaux, qui est une mode qui consiste à prendre une musique et de la ralentir et de la noyer dans de la reverb. Et c'est une technique qui a été beaucoup utilisée en Vaporwave, mais à cette époque-là la Vaporwave c'était assez niche. Et en fait les gens ont l'impression de redécouvrir une musique pour la première fois parce que la ralentir et la noyer dans de la reverb, et bien finalement ça lui donne un côté nostalgique, ça lui donne une patte toute particulière. On a l'impression de la redécouvrir pour la première fois. L'ambiante a quelque chose de mystérieux, de fascinant. Quand on se dit qu'on peut recréer tout un paysage sonore avec un sampler, avec un synthétiseur, en fait c'est assez étourdissant finalement. Et quand je repense à l'expérience de Brian Eno par rapport au son, je me dis que finalement la meilleure manière de créer, eh bien c'est de faire le vide. Voilà les diggers, c'est la fin de cette vidéo sur l'ambiante qui a duré un peu longtemps, je vous l'accorde, mais j'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, comme toujours, il y a des artistes que je n'ai pas cités et je compte sur vous pour les citer en commentaire. Et n'hésitez pas aussi de me parler de vos albums préférés, de votre rapport à la musique ambiante, je serai très intéressé. Petite chose aussi nouvelle, je rajouterai en commentaire le lien vers une playlist qui répertorie tous les albums dont je parle. Je pense que je ferai peut-être ça aussi sur les autres vidéos si j'ai le temps, mais ça vous permettra d'avoir toutes les références et d'avoir vraiment un socle de connaissances que vous pourrez utiliser directement. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager si elle vous plaît. Je ne suis pas très présent pour le moment, mais je vous promets que l'attente sera récompensée. Donc en attendant la prochaine, je vous dis ciao les diggers.